Bonjour Nicole Nesotto. Bonjour. En quoi le Brexit fragilise l'Union européenne ? La volonté de sortir de l'Union européenne est une décision souveraine du Royaume-Uni que l'on respecte. Depuis 2 ans, presque et demi maintenant que nous négocions, on peut dire que le Brexit est une catastrophe annoncée pour le Royaume-Uni. C'est clair que sur le plan politique, sur le plan du statut de l'Irlande, de l'avenir de l'Écosse, sur le plan économique, les Britanniques vont souffrir terriblement de leur décision, mais c'est une décision souveraine. Pour l'Union européenne, qui est restée très unie pendant toute cette négociation, c'est un problème, c'est une difficulté, c'est un problème en termes d'image, en termes de continuation du commerce avec le Royaume-Uni. C'est une difficulté, mais ce n'est pas une catastrophe existentielle comme ça l'est pour le Royaume-Uni. Donc ça, c'est le premier point. Ce n'est pas perdant-perdant ou gagnant-gagnant. Il y a un acteur qui perd plus que les autres, c'est le Royaume-Uni. Tout ceci était vrai jusqu'à ces 2 derniers mois. Ces 2 derniers mois, il s'est passé quelque chose de profondément inquiétant, parce qu'il faut quand même être honnête. La classe politique britannique n'arrive pas à se mettre d'accord sur un projet de traité que la première ministre britannique, Madame Theresa May, a elle-même signé. On est dans une impasse qui n'est pas due à l'Europe, qui est due à l'impéritie, je dirais presque la bêtise, de la classe politique britannique. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Et c'est là où on a des scénarios un peu différents. Il y a un scénario un peu catastrophe qui serait qu'effectivement les Britanniques participent aux élections européennes parce que c'est juridiquement obligatoire s'ils ne sortent pas de l'Union avant le 26 mai. Et ça, c'est un scénario totalement ubuesque, parce qu'effectivement, ils participeraient à l'élection d'un Parlement dans lequel ils vont rester 6 mois, parce qu'après, de toute façon, ils doivent sortir au 31 octobre. Ça n'est pas le scénario unique. Il y a 2 autres possibilités. Les chefs d'État et de gouvernement du Conseil européen ont donné aux Britanniques la possibilité soit de se mettre d'accord avant le 26 mai et donc de ne pas participer aux élections, c'est peu probable, mais enfin la possibilité existe, soit de ne pas se mettre d'accord sur ce projet de traité, mais malgré tout de prendre la décision de ne pas participer aux élections. Si c'est une décision souveraine des Anglais, c'est juridiquement possible. Ce qui est juridiquement impossible aujourd'hui, c'est de dire aux Anglais « vous resterez membres sans voter ». Et la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est quel est le bon équilibre entre le respect du droit et le bon sens politique. Ça, je crois que c'est une vraie question, c'est une question délicate, difficile, mais je crois que le président de la République avait raison de vouloir donner un deadline antérieur à la date du 26 mai, c'est-à-dire des élections européennes, parce qu'il y a des moments où le bon sens politique doit l'emporter. Le risque, effectivement, étant que les Anglais, peut-être par perversité ou tout simplement par impuissance, essayent de ne pas mourir seuls et de faire en sorte que l'Union européenne s'engouffre avec elle dans une catastrophe sans fin. J'espère que ça ne sera pas le cas. Malgré les difficultés, quels sont les atouts de l'Union européenne ? Merci de poser la question sur les atouts, parce qu'en règle générale, la presse, les commentateurs parlent surtout des crises et des difficultés de l'Union. Le premier atout, c'est quand même celui du poids, du nombre. Dans la mondialisation, ce sont les grands États, les grandes puissances qui aujourd'hui comptent et emportent le rythme des évolutions internationales. Et quand on compare par exemple avec un pays qui est une grande puissance de l'Europe, par exemple la France c'est 1% du territoire émergé de la planète, 1% de la démographie mondiale et 4% du PIB mondial. Donc c'est pas beaucoup par rapport à la Chine qui fait 20-20-20. 20% du commerce mondial, 20% de la démographie mondiale. Et donc, si les Européens, les pays européens veulent continuer à compter, ils sont mieux ensemble que tout seuls. Parce que si on prend globalement l'Europe c'est 20% du commerce mondial, comme la Chine, c'est 20% de la richesse mondiale comme la Chine, et ça n'est que 8% de la démographie mondiale, donc c'est déjà moins que la Chine. Mais ensemble, les Européens peuvent compter, peuvent peser dans l'évolution du monde. Et ça, c'est la deuxième raison, je crois, qui est un des grands atouts de l'Europe, c'est que si l'Europe n'est pas unie pour défendre les intérêts et le mode de vie des Européens dans les 10 ou 20 ans qui viennent, personne ne le fera à leur place. On ne peut pas compter
maintenant sur les États-Unis de Donald Trump pour défendre les intérêts européens. Évidemment, on ne peut pas compter non plus sur la Chine qui a un modèle autoritaire incompatible avec les valeurs européennes. Donc si on veut être à la table des grandes négociations qui vont faire l'avenir de la mondialisation, par exemple, qui va faire la gouvernance d'Internet, qui va faire la gouvernance de l'intelligence artificielle, qui va faire la gouvernance des questions éthiques sur les progrès de manipulation génétique, les progrès de la neurochirurgie, qui va le faire si les Européens ne sont pas à la table des négociations qui vont dire les règles de l'avenir, eh bien, ces règles seront écrites par d'autres au bénéfice des autres, et ça, je crois que c'est tout à fait inacceptable. Selon vous, est-ce que le projet européen a de l'avenir ? Alors, tout dépend de ce qu'on appelle le projet européen. Et c'est d'ailleurs une des grandes difficultés aujourd'hui, et c'est une des grandes carences de ce débat électoral qui commence dans notre pays, c'est que personne ne sait plus quel est le projet européen. On connaissait parfaitement le projet au début de la construction européenne, dans les années 50, c'était clair et net, c'était plus jamais la guerre, plus jamais de guerre entre la France et l'Allemagne, c'était donc la réconciliation franco-allemande et l'interdiction de la guerre comme mode de relation entre les pays européens. Quand on s'est élargi en 2004 à l'ensemble des pays d'Europe centrale et orientale qui devenaient des démocraties, on a défini un deuxième projet européen et qui était la réconciliation entre les deux parties de l'Europe, entre l'Est et l'Ouest de l'Europe. Aujourd'hui, en 2019, on a donc un bouleversement du monde extraordinaire avec la mondialisation économique d'un côté et la montée en puissance de la Chine de l'autre, et troisième point, l'arrivée au pouvoir d'un président américain qui conteste l'ordre occidental qu'il dirige lui-même, ce qui est assez extraordinaire. Donc on a un nouveau monde et on ne sait plus très bien à quoi sert le projet européen. Et il n'y a pas, de la part des chefs d'État et de gouvernement, de proposition d'un projet auquel les citoyens pourraient adhérer. Est-ce que l'Union européenne s'est fait pour nous protéger de la mondialisation, pour nous exclure pratiquement comme le veulent une partie de l'extrême droite, c'est-à-dire faire en sorte qu'on soit dans notre bulle européenne avec des frontières complètement fermées, le refus des réfugiés, des murs autour de nous, ce qui est un rêve complètement illusoire. On ne peut pas fermer l'Europe au monde puisqu'on ne peut pas arrêter le monde. Est-ce que c'est au contraire un tremplin pour nous aider à sauter dans la mondialisation et réussir à retrouver de la croissance, de la prospérité? Ça, c'est le projet d'Europe ultra-libérale que défendent notamment une partie des Scandinaves et des Pays-Bas et les Britanniques quand ils étaient membres de l'Union européenne. Est-ce que c'est, en tout cas, troisième possibilité, à la fois pour nous protéger des excès de la mondialisation, mais en même temps pour essayer d'influencer la mondialisation, non pas seulement de la subir, mais d'agir sur l'évolution du monde, d'être présent dans la table des négociations, à la table des négociations qui vont parler de l'avenir du monde? Ça, c'est le projet français, c'est-à-dire une Europe qui à la fois protège les perdants de la mondialisation, parce qu'on a chez nous des classes moyennes qui effectivement sont paupérisées par l'évolution de l'économie internationale. Donc une Europe qui protège ces catégories sociales, tout en donnant aux Européens une espèce de puissance collective, une volonté d'être souverain dans le monde et de défendre leurs intérêts par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Donc, on a trois projets sur la table. Un projet que je trouve totalement irréaliste de retour aux nations et d'une Europe souverainiste, nationaliste, voire xénophobe. Un projet ultralibéral qui peut se défendre mais qui a des coûts sociaux terribles. Et un projet, je dirais, libéral-social qui est à la fois de continuer à développer le marché pour assurer un minimum de croissance, mais de faire en sorte que les classes moyennes s'y retrouvent, tout en donnant aux Européens, collectivement, face à Donald Trump, face à la Chine, les moyens de leur autonomie stratégique.